Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 69, l'émission de l'association Équité Parentale sur RLP 102.3, l'émission dédiée à l'étude de la famille contemporaine. Aujourd'hui, nous irons droit au but avec la seconde partie de l'interview de Madame Agnès Naudin, capitaine de police et auteure. Une discussion sur le rôle de la police dans les conflits familiaux, l'égalité homme-femme, le fonctionnement, le dysfonctionnement de l'institution concernant nos enfants. À noter que c'est une grande première, non c'est une deuxième en fait, la webcam, la vidéo de l'interview est disponible sur internet ou le sera le week-end suivant la première diffusion de cette émission. Donc c'est très simple, vous allez soit sur la chaîne YouTube, soit sur le Facebook de l'association, vous cherchez l'émission de radio Jaftamer 69 ou 68 pour la semaine dernière et vous aurez dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo le lien vers la webcam, la visioconférence en double écran de la discussion avec Madame Naudin, avec 10 minutes supplémentaires qui ne rentraient pas dans l'émission 1 et l'émission 2, mais qui seront disponibles sur Internet. Effectivement, la discussion fut assez conséquente, il y a beaucoup de temps, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP Radio libre en Périgord. RLP 102.3 avec Agnès Naudin, seconde émission. Nous avons vu la semaine dernière son parcours, son regard sur les violences intrafamiliales et nous voulions aborder cette semaine en seconde partie son avis sur la police dans sa pratique. Alors nous, on parle ici énormément d'égalité homme-femme, dans les interventions dans les conflits familiaux, lorsque les services sociaux viennent, lorsqu'on va déposer les plaintes au commissariat, lorsque les enquêteurs, les experts viennent, on est toujours en train de se dire que un tel ou une telle est privilégiée et autre. Alors vous, pensez-vous que la police dans sa pratique respecte l'égalité homme-femme dans ses interventions ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais pas vous dire non, hein, forcément. Je vais pas vous dire non, elle le respecte pas parce que je pense pas qu'on traite différemment les hommes des femmes dans les conflits parentaux. En revanche, force est de constater que quand la police intervient, puisqu'encore une fois là, c'est que on est arrivé à un point de rupture, hein, on est après les services sociaux, on est après d'autres institutions. Quand on en arrive à ce que la police intervienne, et dans les conflits familiaux, et donc forcément dans les violences conjugales, bon, c'est plus souvent monsieur qui tape sur madame que l'inverse. Donc, je pense que de manière inconsciente, naturelle et normale, moi, quand je vais intervenir sur un différend familial, je me dis pas que je vais arriver et que je vais voir une femme avec un fouet en train de tabasser son mari. Ça arrive, je le sais que ça arrive, mais de manière spontanée, de manière naturelle, on se dit pas ça quand on part en intervention. Donc forcément, quand on arrive, on a déjà le préjugé, sans en avoir conscience, de se dire que la personne qu'il va falloir mettre à l'écart et qu'il va falloir écarter de la scène ou qu'il va falloir maîtriser, ça va être l'homme et non pas la femme. Donc déjà, voilà, il y a un présupposé dans le trait dès le départ. Ouais. Ben, il y a un présupposé parce qu'effectivement... Non, mais je le comprends, vous l'expliquez bien. Voilà, on est des humains aussi, et de par l'accumulation... Nous, on a constaté que quand c'est monsieur qui remet pas l'enfant à madame, il y a des déplacements de force de l'ordre assez rapides. Par contre, quand c'est monsieur qui va sonner avec son jugement pour avoir les enfants et qu'il se passe rien, il a beaucoup plus de mal à porter plainte, et les plaintes, elles sont un petit peu sur le placard. Hein. Nous, on a vu ça. En attendant, c'est vrai que nous, on ne voit aussi que ce qui ne fonctionne pas. Donc effectivement, peut-être qu'on n'est pas objectif, hein, mais dans les dysfonctionnements, on a vu un petit peu ça. Alors dans mon service, moi je traitais pas de ces affaires-là, donc je ne suis pas à même de dire comment ça se passe dans les commissariats, parce que ce sont souvent les commissariats qui sont débordés, qui traitent ces affaires-là. Quand quelqu'un se plaint de l'autre, effectivement, il y a des réactions qui sont parfois pas les mêmes, quoi. Non. Je dirais que honnêtement, je n'en sais rien. C'est-à-dire que ça dépend, parce que les femmes, quand elles sont manipulatrices,
elles sont très très fortes. Les hommes aussi, certes, mais c'est pas dans le même registre. Et quand il s'agit des enfants, une femme qui veut instrumentaliser la police, les services sociaux, etc., pour obtenir la garde des enfants, j'en ai vu ça, donc je peux en parler. Et effectivement, tant qu'on n'entend pas les enfants, on se rend pas compte de l'emprise que la mère peut avoir sur ses enfants aussi. Là, on peut être dans le syndrome de l'aliénation parentale, et l'aliénation parentale, pour le coup, c'est plus souvent la femme qui en a la garde que l'homme. Et là, on se retrouve dans un désert pratique pour le mari, qui du coup peut être dans son bon droit le père, pardon, qui peut être dans son bon droit parce que il a un droit de visite qui n'est pas respecté par la femme. Et là, on va aller demander à la police d'aller chercher un enfant pour une histoire de non-représentation d'enfant. Et ce non-représentation d'enfant, il est problématique en soi. C'est-à-dire cette infraction-là, qui est une infraction pénale, elle est problématique parce que elle est à la charnière entre les affaires familiales, donc le juge aux affaires familiales, etc., qui n'a rien à voir avec le pénal, et le procureur qui, lui, est en lien avec le pénal. Et il y a la police au milieu qui dit « Moi, je gère le pénal et je gère pas, en gros, les histoires des affaires familiales parce que ça ne me regarde pas. Débrouillez-vous ailleurs. » Et donc, on se retrouve avec des parents qui sont démunis, encore une fois, parce qu'ils sont dans leurs droits et que pour autant, ils n'arrivent pas à avoir un appui pour pouvoir faire entendre leurs droits, et que là, ça veut dire qu'il faut ressaisir le juge et que ça reprend du temps, etc., etc. Et donc, je le sais, des situations où on a des pères qui voient pas leurs enfants pendant des mois et des mois parce que madame veut pas présenter l'enfant, ça existe de la même manière. J'en avais encore une hier au téléphone et ça va dans le sens de la protection de l'enfant, parce que la mère pense que l'enfant est victime de quelque chose. Et à juste titre, là en l'occurrence, elle va rentrer en infraction entre guillemets par rapport à la loi parce qu'elle a peur pour son enfant, et donc de ce fait, le pénal est là aussi pour protéger l'enfant. Et on peut autoriser une mère à ne pas rendre l'enfant à son père ou interdire d'une manière pratique les droits de visite à partir du moment où il y a une enquête qui est en cours au sein de la police. Et nouveau, ça, c'est nécessaire parce que tant que nous, on ne fait pas notre travail... Ça date d'il y a moins d'un an. C'est nouveau. Ça date d'il y a 1 an et demi à peu près, où maintenant, la simple dénonciation, la simple hypothèse permet de suspendre temporairement les droits parentaux le temps de faire une enquête. Mais c'est extrêmement nouveau. Ça date d'il y a 1 an et demi. Et là, effectivement, ça pose une question. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez senti, vous, de l'intérieur, une pression étatique, une demande de l'État à regarder... comment dirais-je, parfois on a l'impression qu'on essaie de beaucoup protéger les femmes, à juste titre, mais vous avez senti, vous, une pression à l'intérieur qui vous demandait d'aller vraiment regarder si les femmes étaient victimes de violences, avec je sais pas, avec une perte de neutralité. Alors, peut-être, je sais pas. Sur le fait de suspendre les droits parentaux dans le cours des enquêtes, vous dites que c'est en place depuis 1 an. 1 an et demi, depuis un an et demi, ouais, d'accord. Moi, je suis en disponibilité depuis 2 ans, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que dans la pratique donc là, on est en dehors de, entre guillemets, avant, il fallait un procureur ou un JDE. Il n'y a que le procureur ou le JDE qui peut interrompre les droits parentaux qui sont, je le rappelle, de fait à la reconnaissance de l'enfant. Mais au niveau légal. Oui, au niveau légal. Mais la grande nouveauté, c'est que pour lutter contre les violences familiales... Oui, d'accord, ok, d'accord. Je ne parle pas des droits parentaux, je parle du droit de visite. Oh, il va avec. C'est pas la même chose. Ah ben non, parce que l'autorité parentale, ça veut dire que un des parents peut prendre des décisions qui concernent la vie de l'enfant sans avoir l'opinion et sans avoir l'accord de l'autre. Alors que le droit de visite, ça n'enlève pas les droits parentaux. Le droit de visite, ça empêche un parent qui est supposé ou en suspicion de maltraitance vis-à-vis de l'enfant de ne pas voir son enfant le temps que l'enquête se fasse. Et ça, en pratique, on le faisait, moi je le faisais très régulièrement. Tant que je ne sais pas ce qu'il se passe et que j'ai une suspicion d'une violence, quelle qu'elle soit, que ce soit d'ordre sexuel ou pas, de protéger l'enfant pour peu que ce qu'ils me disent, je suis que la parole de l'enfant entre guillemets est crédible. À partir de là, je disais souvent à ces femmes-là, écoutez, pour l'instant, suspendez les droits de visite. En pratique, le temps qu'on fasse l'enquête, ça peut durer 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et effectivement, une fois que l'enquête sera terminée, la mise en place de ce droit de visite de l'autre parent pourra se remettre si un juge n'en a pas décidé autrement. Alors,
Moi, Et j'ai là, des on textes est en de loi dehors. devant moi. Hein. J'ai des textes de loi. Hein. Je On est sais en que... dehors. Attendez, on Oui. est en dehors là. On est en dehors des ordonnances de placement. Hein. Moi, Ouais, non, mais je suis dans je une comprends. pratique dans Mhm. laquelle il n'y a pas de, voilà, il y a pas de juge Oui, non, pour mais je enfants qui est comprends parce que saisi. si vous voulez, moi je tenais Voilà. les permanences à Périgueux, hein, donc je voyais les gens arriver quand ils pouvaient plus voir leurs enfants, et on avait régulièrement des différends avec la police ou l'institution. Hein, tout ce qui est soustraction d'enfants, non-présentation d'enfants, enlèvement de l'enfant jusqu'à 5 jours, plus de 5 jours, enfant retenu à l'étranger, déménagement sans prévenir son nouvelles coordonnées et autres, c'est du Mhm. pénal, c'est pénalisable même avant d'aller au Oui. JAF. Il n'y a que le JDE Oui, bien ou sûr. le procureur qui peuvent interrompre ça. La grande nouveauté qui date d'1 an et demi, c'est-à-dire que si madame dit « je suis victime de violences psychologiques ou physiques », elle peut maintenant empêcher le père de voir les enfants le temps de l'enquête. Oui, Sans c'est ça. Donc, forcément on est sur passer un par un juge. Et suspension. c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Donc, Avant, on est sur légalement, un elle n'avait pas le suspension droit. de Tout à droit de fait. visite. Oui, d'accord. Donc en gros, ça veut Oui. dire que cette loi-là, Oui, elle vous savez, vient, les parents ils vivent elle ensemble, vient et puis madame s'en va avec légaliser une les pratique. enfants, et puis bon, elle est avec les enfants, elle s'en va, elle dit bon, c'est vrai que s'il la suit qu'une tronçonneuse avec un œil au beurre noir, il faut faire quelque chose, c'est indispensable, il faut le faire très très vite. Mais on est aussi confronté à des cas, nous, où ben écoutez, elle s'en va avec les enfants, elle dit bah tu as violé ton petit. Tu dis ah bon, j'ai violé mon petit, et puis après la police elle vient, elle dit vous avez violé le petit. Je dis ah bon, j'ai violé le petit. Et puis ça peut durer super longtemps. Et nous on a des cas où bah écoutez, madame elle dit bah j'ai menti. Bah oui, c'est bien, t'as menti, mais moi j'ai pas vu mon gamin durant 3 ans, j'ai vécu l'enfer. Et puis elle prend je crois 2000 € d'amende et 6 mois avec sursis, quoi. Donc on se demandait s'il y avait vraiment un traitement égalitaire, quoi. Non, mais c'est pas une question de traitement et d'égalité, c'est-à-dire que effectivement, là, vous allez rentrer dans ce qui est la minorité des cas, parce que et on le sait que ça existe et qu'il y en a, mais ça fait. Oui. Alors heureusement, c'est pas la majorité déjà. Non, mais tout à fait. Mais ça fait partie de la minorité et effectivement, j'entends bien les situations dans lesquelles se retrouvent ces pères-là et voilà. Mais vous avez constaté, si vous, vous des voulez- utilisations de vos services, oui, vous en avez vu de Oui, l'intérieur. moi j'ai démonté des dossiers de la mère qui étaient à fond à charge et où en faisant mon enquête, je l'ai fait à décharge et pour moi l'enfant était instrumentalisé là-dedans. Mais d'ailleurs, à partir du moment où on a une mère qui se présente en disant mon enfant a été victime de viol de la part de son père, la première question qu'on pose, c'est toujours la même. Hein. C'est où est-ce que vous en êtes dans votre procédure de divorce? Qu'est-ce qui se passe? Comprendre le contexte dans lequel on est. Parce qu'on sait que ça fait partie des choses qui sont de l'ordre du possible. Et de la même manière, et c'est là où c'est hyper schizophrénien pour nous, c'est que ça on le sait, mais de l'autre côté, on sait aussi que voilà qu'il y a des femmes qui sont souvent victimes de violences depuis des années, qui n'arrivent pas à s'en sortir, et que le jour où elles passent la porte du commissariat, c'est déjà très courageux, et que sans parler de celles qui travaillent pas, enfin là après on rentre dans un système de dépendance qui favorise beaucoup la violence, et que ces femmes-là, si on les protège pas, après c'est les enfants qui en pâtissent. Oui. Et etc. Donc, on est dans deux systèmes où on sait que les deux choses existent et que, bien évidemment, proportionnellement parlant, les femmes sont plus souvent victimes de violences qu'elles ne sont des manipulatrices. Bien sûr. Donc, forcément, il y a des injustices qui se font et où ça passe à la trappe. Tout ça dans le milieu du temps de la justice qui, déjà lui-même, est injuste. Le temps dans le sens chronos. Voilà. Pas évident donc, tout ça, hein. C'est difficile. Hein. Je pense que vous avez une position qui est extrêmement compliquée. Je pense que vous n'avez pas forcément vu le meilleur de l'humanité là durant ces années-là. Et effectivement, lorsqu'on commence à rentrer dans ces problématiques, ça ne doit pas être facile tous les jours. Okay. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart.
Agnès Naudin, c'est bien parce qu'on a pu commencer à creuser et puis à discuter un petit peu. Moi, j'aime bien lorsque, au bout d'un certain temps, on commence vraiment à aller chercher les petites choses et autres. Mais là, effectivement, à votre avis, vous, est-ce que ça marche bien tout ça ? Est-ce que la protection de l'enfance, la protection des femmes, le travail de services sociaux, etc., est-ce que ça fonctionne bien ? Bah non, sinon j'aurais pas écrit 3 livres. Voilà. Je vous donne une perche, donc, en fait, là, allez-y. Donc non, ça fonctionne pas bien. Maintenant, ça fonctionne, je pense, aussi bien qu'on peut avec les moyens qui sont donnés pour cette, on va dire, cette problématique-là. J'ai rencontré dans mon parcours beaucoup de professionnels en lien avec ces situations là, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la PJJ au niveau de la justice, que ce soit les éducateurs dans les foyers, qui sont autant de gens qui sont volontaires, qui sont passionnés, qui sont vraiment rentrés dans ces métiers-là parce qu'ils avaient envie d'aider les autres, et etc., et qui au bout d'un moment se trouvent démunis, même pas par rapport aux moyens qu'on leur donne, parce qu'on sait très bien que la décrépitude du service public, de la manière dont elle est organisée, on n'a pas de moyens, mais souvent se trouvent confrontés face à une chose qu'ils n'envisageaient pas quand ils sont rentrés, parce que ça, on sait qu'on manque de moyens, mais c'est l'incohérence souvent entre ce qui est dit, la loi, ce qu'elle demande, ce qu'elle prescrit, les moyens qu'on y met, et puis tout ce qu'on voit autour. C'est-à-dire qu'on se retrouve en 2008 avec une crise des subprimes, et là, on est capable de dépenser des milliards pour des banques et pour le service privé. Et quand on se retrouve avec, je sais pas combien de milliers d'enfants qui sont dans d'autres problématiques, voilà, les services sociaux n'ont pas de moyens. Ce sont des départements qui le gèrent, donc comme c'est pas au niveau national, les budgets dépendent de ce que le Conseil général va bien vouloir leur allouer, et voilà. Et le service public manque de moyens, ça on le sait déjà. Donc en fait, je dirais que d'un côté ça marche bien parce qu'au niveau local, dans les structures, il y a quand même des gens de bonne volonté et qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent et qui se rendent malades pour bien faire leur boulot tous les jours. Et d'un autre côté, il y a le pendant de ça fonctionne pas parce que moi je finis par penser qu'en fait on s'en fout, et voilà, et je le pense, je le pense. Je pense que ça fait pas partie des priorités de gérer les problèmes familiaux. Et je reviendrai sur ce qu'on a dit avant sur l'autorité parentale, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, et voilà, c'est l'occasion de le faire là. Souvent, quand on dit, voilà, dans un conflit parental, qui garde l'autorité pour pouvoir décider du bien-être de l'enfant. Et alors là, en pleine période de vaccination, on a un truc extraordinaire qui vient d'arriver, c'est que il y a une loi qui est venue nous expliquer que finalement, en fait, les deux parents, c'est compliqué parce que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et s'ils vont pas dans notre sens, on va autoriser un parent absolument, un seul, à prendre une décision pour le vacciner. Voilà, pour vacciner son enfant. Et ça, c'est avant 16 ans, parce qu'à partir de 16 ans, il est assez grand pour dire tout seul, le petit. Pour dire tout seul, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de on s'en fout des conflits familiaux, c'est que là, on est même en train de rajouter des conflits familiaux par-dessus parce qu'on est en train de diviser les gens à l'intérieur de la famille sur cette question de la vaccination obligatoire. Donc en fait, plus ça va, et plus je me dis que c'est même pas on s'en fout, c'est qu'en fait c'est comme si tout était programmé pour que on soit dans l'éclatement complet de la famille et de la structure familiale telle qu'on l'a toujours vécu, entre guillemets, jusqu'ici, de un père, une mère, des enfants, et voilà. Alors le système est hyper judéo-chrétien, je dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas c'est celui que notre société a connu jusqu'ici. Oui, et vous savez, j'ai un peu voyagé, puis j'ai interrogé des experts de différentes cultures aussi dans cette antenne. Je vous assure que le schéma papa, maman, enfant, c'est le même en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. Alors après, c'est pas à moi de décider c'est pas à moi de, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour dire quand un enfant a deux papas ou deux mamans, ça fonctionne pas bien. C'est pas, voilà, tout ça, on a, pour moi, je parlais pas de ça. Pour moi, aux parentaux, on a fait une émission aussi là-dessus. Ils ont un problème de reconnaissance de droit. Et lorsqu'ils se séparent, ils ont encore plus de problèmes que nous parce que, ayant des soucis de reconnaissance de droit, l'accès aux enfants est encore plus compliqué après la séparation qu'en famille traditionnelle. Donc il y aura une convergence à terme dans l'évolution de la famille. Non, c'est pas là-dessus qu'on est. Là où on en est, puis effectivement, après avoir interviewé des gens comme Jean-Pierre Winter, Dominique Mas, qui est experte à Saint-Denis-la-Réunion, Gérard Poussin, qui a créé les résidences pédiatisées, qui est expert à Grenoble, Gérard Néran, qui est sociologue, énormément de psychologues et d'experts, on a l'impression que les droits parentaux sont attaqués complètement. C'est-à-dire que les enfants dépendent de moins en moins de la famille et de plus en plus de l'État. Et j'ai dit la famille de manière générale parce que la famille
contemporaine évolue, il y a plusieurs schémas qui se mettent en place, mais l'État en lui-même, les structures, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un peu le boxon. Ça devient une très grande incertitude. Les structures d'accompagnement des enfants sont très bien faites, avec de très bons intervenants, et il y en a d'autres où ce sont des usines à faire des SDF et des prostituées, on va être honnête. Donc déléguer la gestion des enfants à l'État, nous personnellement, on n'est pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Par contre, quand on voit l'évolution législative, on a co-signé plusieurs PPL, nous, on demande la résidence alternée et autres, il n'y a pas de volonté du tout, il ne faut pas en parler du tout. On sent vraiment un affaiblissement du lien parental. Enfin, si vous me branchez là-dedans, on est parti pour une seconde heure, donc c'est pas forcément là-dessus qu'il faut aller. Oui, mais en même temps, c'est de ces questions-là que découle à un moment donné ce qui se passe dans les services de police. Évidemment, tout à fait. Parce que c'est l'instrumentalisation de ces lois-là qui vont servir à engrainer toujours plus le conflit, la division, la violence, etc. Et donc, après derrière, des gens qui bénévole, ancienne victime, super motivée, va venir regarder ce qui se passe parce qu'il a entendu des rumeurs et des ragots, et hop, les enfants n'appartenant pas à leurs parents, ils font n'importe quoi sur un petit coup de vent, puis on les retrouve un peu partout. Ça. C'est problématique aussi, ça, c'est problématique. Forgive us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Alors, dites-moi, pour l'année 2020, on a signalé aux forces de police et de gendarmerie 41 106 disparitions de mineurs, 987 disparitions inquiétantes, à peu près 40 000 fugues, 532 enlèvements parentaux. On a du mal à avoir les chiffres exacts. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mineurs qui disparaissent en France, là? C'est énorme. On perd des gosses, en fait, chaque année, là? On en perd des milliers? Alors, sur les 47 000 mineurs qui disparaissent chaque année, le plus gros morceau, c'est ce que vous avez dit, c'est les fugues de mineurs. Donc ça, les fugues de mineurs, ils reviennent. Alors après, il y a une différence entre ceux qui reviennent au bout de 48 heures, une semaine, un mois, je ne rentre pas dans le détail. On a du mal à voir les chiffres exacts de ceux qui disparaissent d'ailleurs. Oui, parce qu'ils sont toujours considérés entre guillemets comme disparus, et en même temps les enquêtes qui échouent dans les commissariats de police. Après, voilà, c'est comme hier la maman avec laquelle je discutais sur sa jeune donc mineure. Hein. Elle est mineure, elle a 17 ans, elle décide de se barrer un beau jour de chez elle. Elle est partie quand même pendant 4 mois. La mère est allée plusieurs fois au commissariat parce que elle voulait déclarer la disparition de sa fille, et elle s'est quand même vue répondre qu'elle avait 17 ans et qu'en gros elle faisait ce qu'elle voulait. Eh ben non. Elle est mineure, jusqu'ici, minorité, c'est en dessous de 18 ans. Donc, si on a une mineure de 17 ans qui décide de fuguer et qui se barre, il faut quand même la chercher. Et le problème, c'est qu'on en a tellement qui le font et qui fuguent tellement et qui reviennent au bout de 48 heures que dans une pratique policière, parce que c'est plus souvent dans les villes qu'à la campagne, effectivement, on a tendance à moins chercher les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans, mais qui sont donc la majorité des chiffres là que vous énoncez. Sur les disparitions inquiétantes à proprement parler, c'est-à-dire le moins 2000, effectivement, on finit par les retrouver, et là-dedans, je ne sais pas s'ils font la différence entre les non-représentations d'enfants et les disparitions inquiétantes, parce que de toute façon, les statistiques du ministère de l'Intérieur ne sont que les statistiques du ministère de l'Intérieur. D'accord ? Quand je vois que hier, pendant la manifestation, il y avait 160 000 personnes qui manifestaient contre le pass. Bon, moi, quand je regarde la télé, je me dis, il y a peut-être un problème au niveau du voilà. Peut-être que dans le ministère de l'Intérieur, ils savent pas compter. Nous sommes en état d'urgence. Les médias font ce qu'on leur demande, c'est l'état d'urgence. C'est une question politique, si vous voulez. Mais dans la manière de rentrer les chiffres, et ça, je l'ai vécu pendant 10 ans,
les statistiques du ministère de l'Intérieur ou la manière de rentrer ou qu'est-ce qu'on met derrière une obligation de quitter le territoire ou qu'est-ce qu'on met derrière une disparition inquiétante, qu'est-ce qu'on met derrière une non-représentation d'enfants. C'est-à-dire qu'on nous met dans des cases dans lesquelles on doit cocher ça ressemble plus à ça, alors on va le mettre ici, ça ressemble plus à ça, on va le mettre là. Les procédures dans les commissariats, généralement, là j'avais encore une fonctionnaire de police il y a pas 2 semaines qui m'expliquait comment ça se passait dans son commissariat. Elle est arrivée, elle était titulaire à peine 4 mois, donc une gardienne de la paix elle était ADS. Allez, on va dire 5 ans de police entre guillemets derrière elle. Elle venait d'arriver en brigade locale de protection de la famille. Elle est arrivée, elle était toute seule. On lui a donné une petite aide, une gardienne qui n'était pas titularisée, d'accord. Donc, et elles avaient 3000 procédures qui les attendaient en souffrance, ce qu'on appelle les procédures en souffrance, avec des viols dedans, dans le bureau. C'est-à-dire qu'elles ont passé 1 mois à déjà trier les procédures. Donc, dans les 40 000 disparitions qu'il peut y avoir, ou dans les 40 000 disparitions inquiétantes qu'il peut y avoir, c'est autant de disparitions qui ont été déclarées, mais de procédures qui ne sont pas fermées. Donc, rassurez-vous, déjà, il n'y a pas 40 000 enfants qui disparaissent par an. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, dans les commissariats, on a des procédures qui, au bout de 3 ans, du coup, je veux dire, ne ressemblent plus à rien. Forcément, la mineure, elle est revenue, elle est rentrée. Le viol, la nana qui a été violée, je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas comment, on va finir en procédure de vaine recherche, parce que 3 ans après, retrouver des vidéos ou faire de la téléphonie, tout ça, c'est compliqué. Donc, en fait, il y a les chiffres et il y a qu'est-ce qu'on en fait derrière, qu'est-ce que ça recouvre réellement dans la réalité. Et là, il y a un océan. Moi, j'ai parlé à la Fondation Argus, qui cherche les pédophiles sur Internet. J'ai parlé à la porte-parole d'Innocence en danger, à Pierre Jovanovic, la Fondation pour l'affaire Epstein et autres. Il semblerait que chez nous, on arrive quand même à perdre des mineurs. Il y a des réseaux, visiblement. Vous avez été confrontés? Vous avez vu des choses comme ça, vous? Non. Moi, je n'y ai pas été confrontée parce que on s'occupait pas des disparitions de mineurs, parce que soit c'était des disparitions jugées inquiétantes, et dans ces cas-là, c'était la PJ, c'est la PJ qui les gère, et puis c'est celle qu'on voit entre guillemets à la télé. Ouais. Non, on transmet pas. C'est-à-dire que ça n'arrive même pas sur notre bureau. D'accord. Donc moi, je n'en ai absolument pas connaissance. Et tout ce qui concerne la pédophilie, c'est la PJ qui les récupère aussi, le groupe central mineur en partie, et nous, on ne récupère de ces dossiers-là que ceux qui sont dénoncés sur la plateforme Pharos, et donc là on est sur les fichiers pédopornographiques. Donc je n'y ai jamais été confrontée à ça. D'accord. Donc je ne sais pas. Bon, en attendant, je crois qu'on sait maintenant pourquoi parfois on reçoit un appel téléphonique 3 ou 4 ans après la plainte pour demander ce qui s'est passé. Je crois qu'on a, je crois que vous venez de donner une réponse. Bon, dans certains cas. Bon, dites-nous, quels sont vos projets personnels là? Vous avez un nouveau livre en préparation. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Quel est votre avenir? Alors là, en septembre, il y a une BD déjà qui sort. Donc, j'ai fait une incursion dans le 9e art parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas lire. Donc, du coup, il faut, pour pouvoir porter les messages, il faut trouver d'autres moyens. Donc là, on y a mis des dessins. Ça, je suis très contente. C'était une super expérience aussi, la BD. Voilà, j'apprends à écrire des scénarios pour la télé, un autre support pour rentrer et faire des incursions dans cet univers-là. Et puis voilà, je crois que je vais revenir à un truc beaucoup plus terre à terre et j'espère pouvoir devenir peut-être agricultrice un jour. Donc, je suis en train d'opérer un changement complètement de vie. Vous quittez la ville, vous allez à la campagne et vous cherchez l'autonomie et les choses simples. Voilà. C'est ça? Exactement. Comme beaucoup d'entre nous. D'accord. Voilà. J'ai la chance de pouvoir le faire. Très bien. Agnès, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Bon, au revoir. Oui. Au revoir. I'm hanging in there, don't you see, in this process of a little money.